Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Salut tout le monde, je m'appelle Émilie Roy-Saint-Pierre, pharmacienne en pédiatrie générale et votre animatrice pour le balado Milligrammes par kilo. Aujourd'hui, je suis très excitée qu'on va parler de la douleur en pédiatrie et ça va prendre forme en deux parties, donc 2 épisodes. Le premier épisode va parler plus de douleur aiguë et le deuxième épisode va parler plus de douleur chronique. Et les objectifs des épisodes sont dans la description, comme d'habitude. Donc, d'entrée de jeu, j'ai la chance d'avoir 3 invités incroyables avec moi aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Oui, moi, c'est Catherine Corriveau. Je suis infirmière praticienne en soins pédiatriques en douleur. Moi, c'est Tania Santella, je suis anesthésiste pédiatrique avec un intérêt en douleur. Et moi, c'est Flavio Mossora, je suis pharmacien en hémato-onco et greffe de moelle osseuse avec un intérêt particulier pour la douleur et les soins palliatifs. Merci beaucoup de participer au podcast avec moi. J'ai vraiment la chance de vous avoir aujourd'hui. Donc, pour commencer, je crois que ce serait important de rappeler c'est quoi les définitions d'une douleur aiguë versus une douleur chronique. Oui, effectivement, c'est vraiment un bon point de départ. Avant tout, la douleur, ça repose sur un ressenti d'une personne, là. On peut utiliser la définition utilisée par l'Association internationale pour l'étude de la douleur, qui dit qu'il s'agit d'une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle là, que quelqu'un peut ressentir. Donc, à la base, la douleur, on s'entend que ça joue un rôle de signal d'alarme là, pour permettre de réagir à la personne, puis de se protéger face à des stimuli douloureux, des stimuli chimiques, ou thermiques. On dit de la douleur aiguë, c'est souvent une douleur qui est reliée à une blessure ou une lésion, une condition temporaire, en fait, là. Elle disparaît généralement lorsqu'on a résolution de notre problème ou guérison. Donc, on peut en avoir de la douleur aiguë, par exemple, lors d'une fracture, lors d'une chirurgie, l'extraction d'une dent, ou même quand on se coupe, avec une feuille de papier, là. Puis, pour ce qui est de la douleur chronique, là, elle peut être définie comme une douleur persistante ou récurrente qui dure plus de 3 mois. Ce type de douleur-là peut aussi persister après la guérison de notre blessure, puis elle peut être présente sans même avoir eu une lésion d'un tissu, par exemple. Certaines personnes souffrent de douleurs chroniques là, durant plusieurs mois, voire années, là. Donc, ces douleurs-là peuvent avoir un impact important là, sur le fonctionnement de l'enfant ou de l'adolescent. Ouais, ça doit pas être facile de vivre avec cette douleur-là, façon chronique. Puis, je sais qu'il y a comme 3 grandes catégories de douleurs. Est-ce que, Dr. Santella, tu veux nous en parler un peu plus? Ben oui, je peux vous parler de ça. Donc, il y a la douleur plus nociceptive. Ça, c'est la douleur classique, là. On pense à quand on se coupe, à quand on se fracture quelque chose. Donc, on a vraiment les nocicepteurs qui viennent être activés, puis c'est le ressenti qu'on va avoir de ces nocicepteurs-là qui va générer la douleur. Tandis que la douleur neuropathique, elle va venir d'une lésion nerveuse. Puis ça va être des caractéristiques un petit peu différentes. Les patients, oui, ils vont avoir la douleur, mais ils vont aussi ressentir d'autres choses, comme des sensations de brûlure, des sensations de picotement. Des fois, on va parler d'hypersensibilité ou d'allodynie. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que des sensations qui sont pas censées être douloureuses vont devenir ils vont être perçus comme douloureuses, dans le fond, par les patients. Donc, juste l'eau de douche ou les draps la nuit, ça va être suffisant pour, dans le fond, déclencher de la douleur chez ces patients-là, puis ils vont pas la tolérer sur la zone sensible. Finalement, le troisième type de douleur, c'est la douleur nociplastique. Fait qu'à la longue, ça fait longtemps qu'on ressent de la douleur, notre cerveau, puis en périphérie aussi, il va se développer des mécanismes, il va y avoir des médiateurs qui vont être relâchés, qui vont faire en sorte que cette douleur-là, elle va se chroniciser, elle va être plus perçue. Puis des fois, les patients, quand on essaie de leur expliquer ça, ils vont percevoir ça comme on est en train de leur dire que la douleur est dans leur tête, ce qui n'est pas du tout ce qu'on est en train de leur dire. La douleur, elle est réelle, c'est juste qu'ils sont plus à l'affût de ces signaux d'alarme-là. Donc, moi, pour essayer de leur expliquer d'une façon schématisée, je vais souvent dire qu'il va y avoir une autoroute qui va se faire entre la zone douloureuse puis leur cerveau. Puis notre but, dans le fond, c'est d'essayer de venir rendre ça comme une route de campagne pour essayer de venir calmer ces signaux d'alarme-là puis réapprendre à notre cerveau à avoir des sensations normales. Parce que c'est comme des nouvelles connexions que le cerveau a fait
à cause que la douleur est là depuis Des nouvelles longtemps. connexions, c'est-tu des médiateurs? Tu sais, il y a OK. plein de recherches, c'est tellement Mm. complexe, la Ouais. douleur, puis on n'a pas encore toutes les réponses à ce OK, niveau-là. c'est là. bon. Donc, la douleur aiguë, c'est une douleur qui est vécue en bas d'1 mois et une douleur chronique, c'est en haut de 3 mois. Et ici, on va se concentrer plus sur la douleur aiguë, comme on disait tantôt. Flavio, je me tourne vers toi, mon collègue pharmacien, pour parler un peu des principes pharmacologiques. Je me demandais, tu sais, durant nos études, on part plus avec les populations adultes, les populations gériatriques. J'ai vu souvent passer une prise en charge de douleurs cancéreuses puis une douleur non cancéreuse. Est-ce qu'on gère comme ça aussi en pédiatrie? Ben, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, il faut revenir au principe de base qu'on nous apprend tout le temps dès qu'on met les pieds à Sainte-Justine, c'est qu'un enfant n'est pas un jeune adulte. Donc, généralement, chez nous, en fait, les douleurs et leur prise en charge ne seront pas tant dictée par si la douleur elle provient d'un cancer ou pas, mais plutôt par le type de douleur que cela représente. Et pour ça, on peut se référer tout à fait aux réponses de Tania qu'elle nous a données tantôt. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les douleurs sont généralement mixtes. Donc, il y a beaucoup de cas où est-ce que un seul type de douleur ne décrira pas le cas du patient. Donc, en termes de classe médicamenteuse qu'on va utiliser, on va vraiment plus y aller par le type de douleur qu'on veut traiter. Donc, si on veut traiter de la douleur nociceptive, on peut y aller avec nos classes classiques comme de l'acétaminophène, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Si on veut aller vers des douleurs plus neuropathiques, on peut aller vers d'autres classes qui seront plus ciblées vers ce type de douleur-là. Euh, Si on va vraiment vers le domaine de l'oncologie, qui est aussi un petit peu mon domaine préféré, il y a certains cancers qui peuvent donner, par exemple, certains types de douleurs spécifiques. Donc, si on pense à une leucémie myéloïde aiguë, dans les débuts, la moelle va aller vraiment beaucoup pousser au niveau des os parce qu'elle sera envahie de blastes. Donc, ça peut créer des douleurs comme au niveau des jambes chez les jeunes enfants. Parfois, ça peut fragiliser les os, donc ça peut créer des douleurs et nociceptives et créer des fois des tassements vertébraux qui vont donner plutôt des douleurs plutôt de type neuropathique. Ensuite, quand on va avancer dans les traitements, on peut avoir des douleurs qui sont secondaires à nos cycles de chimiothérapie. Donc, on pense entre autres aux mucosites, aux cystites d'origine médicamenteuse ou à d'autres dommages d'organes comme les maladies véno-occlusives au niveau du foie qui peuvent faire en sorte qu'on a vraiment de la compression d'organes. Puis ensuite de ça, on a vraiment le classique qui peut se retrouver aussi dans les cancers pédiatriques et adultes. Donc, on peut parler des métastases qui peuvent se manifester parfois comme métastases osseuses. Donc, je vous dirais que en termes de classe pharmacologique, on va aller par type de douleur. Cependant, on peut avoir la spécificité en douleur cancéreuse où est-ce qu'on va aller chercher des sites comme des métastases osseuses où est-ce qu'on peut utiliser des médicaments comme des biphosphonates IV, par exemple l'acide zoledronique, ou des inhibiteurs de Rankel comme le denosumab, mais avec des populations vraiment très facilement sélectionnées. Je comprends bien. Donc, c'est pas pour prévenir l'ostéoporose chez Non, nos pas cette patients, fois-ci. Puis, nos jeunes patients de moins de 18 ans. non, puis malheureusement, en fait, on ne peut pas l'utiliser non plus chez tous nos patients. On aimerait ça avoir accès chez les très jeunes, mais c'est quand même limité au niveau des dosages. D'accord, merci beaucoup. C'est très bien expliqué. Puis, en fait, je me demandais si tu voudrais continuer à nous partager des principes pharmacologiques. J'imagine qu'en oncologie, il y a beaucoup de médicaments qui sont utilisés hors indication, donc des utilisations qui dévient de la monographie officielle au pays. Oui, effectivement. En fait, il faut repartir de la définition de qu'est-ce qu'on veut dire par hors indication. Il y a ce que nous, pharmaciens, on entend, c'est-à-dire que l'indication n'est pas écrite sur la monographie de Santé Canada, mais en théorie, un usage hors indication d'un médicament veut dire n'importe quelle manipulation de la forme pharmacologique aussi. Donc, en théorie, tout ce que nous, on fait comme préparation magistrale, ce sont des usages aussi hors indication. Si on prend cette définition-là, en fait, tout ce qu'on fait en pédiatrie est hors indication. Donc, les monographies sont souvent basées sur des études adultes. Comme on le sait, c'est souvent des sources relativement peu fiables pour déterminer si un traitement est adéquat pour un enfant. Ce qui est un peu dommage, c'est que souvent les logiciels de référence vont être basés sur des monographies de produits. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il va manquer beaucoup d'indications qui sont étudiées, mais dans des études qui ne rentrent pas dans la Est-ce monographie. que tu aurais des bonnes références à nous partager? Oui, tout à fait. Oui. Ben, en fait, je pense qu'il faut vraiment se fier aux organismes qui sont des grands joueurs en termes de douleurs pédiatriques. Donc, on peut penser à la Société canadienne de douleur, donc le Canadian Pain Society, la Société canadienne de pédiatrie,
Société canadienne de pédiatrie, le American Academy of Pediatrics, qui a justement publié en 2024 une excellente ligne directrice sur la prise en charge de la douleur aiguë avec les opiacés pour les enfants et où est-ce qu'il privilégie plutôt certaines molécules par rapport à d'autres. Puis par la suite, en fait, pour la manipulation de comprimés, on a l'apothicaire de poche, qui est une très belle section à la fin pour ça. C'est sûr que malheureusement, ce n'est pas très exhaustif, mais ça donne un bon point de départ. Et puis, il faut garder en tête qu'on parle de pédiatrie, mais notre population est extrêmement hétérogène. Un enfant d'1 mois n'aura pas la même tolérance et les mêmes options de traitement valides que pour un enfant de 5 ans, et lui n'aura pas les mêmes traitements qu'un enfant de 17 ans. Donc, lorsqu'on analyse l'usage hors indication d'un médicament en pédiatrie, il faut toujours se poser la question pourquoi est-ce qu'on veut l'utiliser et pourquoi est-ce que ce n'est pas indiqué en Ça, pédiatrie. mais c'est difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de données. Oui, On, ça on jongle à travers tout seul. Ouais. c'est notre réalité. C'est une mer de Mm. gris, mais il faut se poser la question, en fait, y a-t-il un risque réel pour le patient ou est-ce tout simplement non étudié? OK, je comprends bien. Puis, est-ce qu'il y aurait d'autres aspects à considérer? Oui, tout à fait. En fait, si on ne réussit pas à répondre à la question de la façon précédente, en fait, on peut se demander est-ce que le patient pourrait avoir une dose pour une autre indication de ce même médicament-là. À ce moment-là, on peut parfois extrapoler ces doses-là pour notre patient. On peut se poser la question de quelle est l'urgence. Est-ce qu'on a le temps de faire des recherches ou a-t-on besoin d'utiliser une solution très rapide? Puis ensuite de voir quels sont les effets indésirables de ce médicament-là. Surtout voir est-ce qu'on a la possibilité de faire la surveillance adéquate de ces effets indésirables-là. Puis ça va dépendre beaucoup de si on est en externe, sur une unité générale d'hospitalisation avec un ratio de plusieurs patients pour une infirmière ou dans une unité de soins intensifs où est-ce qu'on a une infirmière pour un patient avec plein de monitoring autour. Puis ensuite, il faut se poser la question, si on traite un patient pédiatrique, est-ce qu'on arrivera à fournir la bonne forme posologique pour lui permettre de le prendre? Donc, est-ce que les capsules, on peut les ouvrir? Est-ce que les comprimés sont écrasables ou est-ce qu'on est en train de jouer avec la cinétique? Puis, si on va vers des magistrales, mais dans quel délai est-ce qu'on est capable d'obtenir ce médicament-là pour notre patient? Tout à fait. Donc, merci beaucoup. En fait, il faut vraiment bien se poser les bonnes questions. Puis, comme tu disais, on navigue en zone grise en pédiatrie. Et voilà. Donc, pour les traitements de la douleur aiguë, je reviens vers vous, Catherine, Tania. Est-ce que vous pouvez nous résumer les principaux traitements que vous utilisez en douleur nociceptive aiguë? Je vais peut-être commencer, là. D'abord, c'est important de dire qu'il faut évaluer l'intensité de la douleur de l'enfant, de l'adolescent qu'on a devant nous, avant de choisir même une molécule pour l'analgésie. Mais dans tous les cas, on utilise un peu le mode escalier, si je peux dire, là. C'est-à-dire qu'on va commencer par une analgésie de base, de l'acétaminophène, des anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène, du naproxen, par exemple. Puis pour une douleur d'intensité modérée, sévère, on va ajouter là, des médicaments en co-analgésie, donc différents types de médicaments selon la source de la douleur, des opioïdes, des relaxants musculaires, des fois des gabapentanoïdes. Donc, peu importe l'intensité de la douleur là, de l'enfant, là, on va utiliser des techniques non pharmacologiques là, pour potentialiser, si on veut dire, là, l'effet des médicaments, donc des techniques d'imagerie guidée ou de respiration, par exemple. Fait que, si on prend un exemple concret de tout Ouais. ça, là, l'exemple là, classique là, pour imaginer là, toute la co-analgésie qu'on peut avoir d'une douleur aiguë, ça serait le traitement post-opératoire d'un patient ayant subi une chirurgie de scoliose. Fait que, comme on a dit, on va commencer avec les anti-inflammatoires puis l'acétaminophène de façon régulière, mais on s'entend que ça ne sera pas suffisant pour soulager leur douleur. Fait que là, on va continuer à rajouter d'autres co-analgésiques pour justement venir optimiser l'analgésie multimodale puis venir jouer sur les différents récepteurs. Fait qu'entre autres, on va rajouter une perfusion de kétamine. Ces patients-là, en post-op immédiat, ils vont souvent avoir ce qu'on appelle une PCA, fait que l'analgésie contrôlée par le patient. Donc là, ils vont s'administrer des opiacés selon leurs besoins. Puis rapidement, on va vouloir tout mettre ces médicaments-là par la bouche. Fait qu'on va vouloir souvent, on leur met des patchs de fentanyl. Je sais que c'est indiqué souvent dans des douleurs sévères, mais veut pas, c'est des douleurs sévères qu'ils vont ressentir. Puis ça nous aide à justement enlever la douleur de fond, puis juste utiliser le Dilaudid comme rescue à ce moment-là. Donc là, on veut les détacher pour qu'ils puissent se mobiliser.
Puis une des grosses plaintes qu'on a après la chirurgie de scoliose, c'est souvent les douleurs musculaires. Fait que là, on rajoute les relaxants musculaires. Il y a même certains patients qui vont nous dire que le relaxant musculaire fonctionne mieux que leur dilodite quand ils le reçoivent. Fait que là, on a le Flexeril. Puis, c'est pas rare que ces patients-là, ils ont aussi de l'anxiété qui se rajoute à tout ça. La peur de recommencer à bouger, la peur d'avoir mal. Puis souvent, c'est des patients qui ont de l'anxiété déjà préopératoire. Fait que si on le sait que le patient a de l'anxiété, c'est pas rare qu'on va rajouter de la clonidine qui va avoir, c'est un couteau à double tranchant. On va jouer et sur la douleur et sur la portion anxieuse. Fait que c'est vraiment un tout quand on va venir évaluer nos patients. On commence avec la base, on continue la base, mais on rajoute en fonction des besoins du patient. Puis en plus, le Flexeril que tu as nommé, le cyclobenzaprine, Ouais. il y a un effet de somnolence. Donc, Ouais. j'imagine que ça peut aider aussi à s'endormir le C'est lendemain. ça, c'est ça. Souvent, on va mettre une dose un petit peu plus grosse le soir parce que souvent, en plus, c'est le soir qui va être le pire. Parce que le jour, ils bougent, fait que ça détend leurs muscles, fait qu'ils ressentent moins cet inconfort-là. Puis là, après ça, le matin, souvent, on leur dit le deuxième matin puis le troisième matin après la chirurgie, c'est les pires moments. Là, ils se réveillent, ils sont raqués, courbaturés, puis là, ils sont ah, j'ai besoin de mes médicaments, mais c'est parce qu'ils ont ce ressenti-là. Ah, merci. C'est un très beau cas, très imagé. Je pense que ça regroupe bien, comme tu disais. Puis, au niveau des médicaments, est-ce qu'il y a des particularités? Là, on a nommé quelques-uns. Flavio, au niveau des formes pharmaceutiques, est-ce qu'il y a des choses importantes à retenir? Oui, je peux faire quelques petits points clés pour ce côté-là. Donc, au niveau des formes pharmaceutiques, comme on va servir plusieurs opiacés en liquide, il faut savoir que c'est disponible à différentes concentrations. Donc, il faut faire très attention avec ces concentrations-là parce qu'elles peuvent aller vraiment jusqu'à 5 fois entre deux liquides différents. Au niveau de la voie transmuqueuse buccale, c'est une voie un peu novatrice qu'on peut utiliser parfois en cas de douleur quand la voie orale n'est pas accessible. On va essayer d'utiliser les volumes les plus petits possibles. Puis pour ça, vous ferez le test de mettre 0,5 ml d'eau dans votre sillon gingival. C'est beaucoup même pour un adulte. Ouais. Puis en plus, dans l'épisode des soins palliatifs, on en a parlé un petit peu là, de cette méthode-là, si vous voulez en savoir plus. Je te laisse Super. continuer. Puis au niveau des facteurs de conversion en fait entre les différents opiacés, et malheureusement c'est une zone qui peut être un peu floue. Donc nous généralement on se base sur le tableau qui est disponible dans le mini-guide de soins Paliscience. Ça couvre vraiment la majorité des besoins en opiacés des personnes. Si on peut finir avec, comme Dr. Santella le mentionnait tantôt, les thèmes de fentanyl, c'est très, très important de garder en tête que si on veut la dose d'un demi-timbre, il ne faut pas couper le timbre, ça brise la matrice. Donc, il faut seulement couvrir la moitié de la zone. Oui, tout à fait. C'est un très bon rappel. Merci, Flavie. Je me demandais, à la lumière de tout ça, est-ce que des fois, il y a des parents qui sont craintifs que leurs enfants deviennent, entre guillemets, dépendants aux opioïdes? Que ce soit juste même en aigu. Ben, je pense qu'on est d'accord sur le sujet, là. Oui, c'est quand même souvent le cas, hein. C'est comme un gros mot, là, la classe des opioïdes, je peux dire. Mais toutefois, c'est important de faire la psychoéducation là, auprès de la famille, puis de l'enfant, de l'adolescent qui comprend ce qu'il va prendre comme médicament, là. C'est-à-dire que le risque est quand même faible lorsqu'on prend la médication pour le soulagement de la douleur. Donc, on ne le prend pas dans un but de récréatif, dans un but de se détendre ou de favoriser notre sommeil. Cependant, c'est sûr qu'il peut y avoir une dépendance physique si on prend régulièrement là, des opioïdes là, pendant plus de 10 jours. Puis en cas de prise prolongée, là, par exemple, si on reprend nos thèmes de fentanyl, on fait une diminution progressive là, des opioïdes là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet secondaire là, associé à la diminution. En fait, on dit aux parents surtout que l'important, c'est de soulager la douleur en aigu. Fait que c'est important de bien la soulager pour éviter que ça devienne une douleur chronique. Puis là, on aurait plus de risques d'avoir des dépendances qui se développent là, avec des douleurs chroniques. Fait que c'est vraiment super important que les parents comprennent. Il ne faut pas les empêcher de prendre les médicaments. S'ils ont de la douleur, ils ont le droit d'y prendre, mais on va faire des prescriptions aussi qui sont jugées sécuritaires. On ne va pas les laisser partir avec des comprimés, on va les fractionner en différents services, on essaie On va s'assurer d'un suivi aussi d'un suivi au exactement. fil des jours, là, Ouais. nursing conjointement avec les médecins, avec les anesthésistes, pour s'assurer que ce soit sécuritaire, là, comme Tania vient de mentionner. OK, je comprends bien. Donc, mieux on traite en aigu, moins on risque de chroniciser cette douleur-là. Ouais. Parfait.
Est-ce qu'il y aurait des effets secondaires, des opioïdes importants à retenir? Puis, ça serait quand qu'il faudrait aller consulter quand les effets secondaires deviennent vraiment trop prégnants? Oui, il y a plusieurs effets secondaires que vous savez peut-être déjà, là, les nausées, la somnolence, la constipation qu'il faut surtout pas négliger et sous-estimer ou sous-traiter, là. Il faut s'assurer d'avoir un bon traitement. Puis, on recommande aux patients de consulter leur équipe, le 811, ou le 811, pardon, là, en cas de constipation non résolue par les traitements là, proposés comme des laxatifs, des nausées, vomissements aussi non soulagés ou un prurite là, non soulagé aussi. Puis, on dit de se rendre immédiatement à l'urgence là, quand on a des signes là, de détresse respiratoire ou de léthargie ou comateux, là, je dirais. T'as-tu d'autres choses à rajouter? Je pense que ça fait pas mal le tour. Puis on leur donne tout le temps un petit dépliant comme ça d'analgésiques opioïdes à courte action. Fait qu'il y a toutes les recommandations puis les choses qu'on dit. Des fois, on dit beaucoup d'informations aux patients puis à la famille puis ça s'en rappelle pas. Fait qu'on a toute l'information dans ce Puis avec dépliant-là. toutes les émotions là, à Ouais. l'hôpital et tout, là, je comprends bien. Mais ce dépliant-là aussi, on va le mettre dans les références. Merci. Puis là, on a parlé un peu, c'est quoi le tableau des effets secondaires, les surdoses. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui prédisposent à la surdose en pédiatrie? Oui, tout à fait. La seule chose, c'est que malheureusement, ces facteurs de risque sont un peu moins bien décrits et basés sur des moins grosses études que chez les adultes. Ce qu'il faut garder en tête, en fait, c'est qu'on traite des enfants, donc parfois les quantités nécessaires pour faire une surdose sont moindres que chez des adultes. Pour ça, pensez à un petit poulet de 2 ans qui fait 10 kilos et qui tombe sur 5 comprimés de morphine 10 mg. Ça fait énormément pour lui en termes de dose. Donc, il ne faut pas oublier cette population quand on pense aux prescriptions de naloxone, justement, Je suis surtout en contente que tu en pharmacie parles. externe. Mm. Donc, nous, en fait, comme initiative, à l'interne ici, on a fait un sondage au niveau de toute la province au Québec. On a sondé plus d'une centaine de pharmacies. Et pour vous donner un bref aperçu, il y a une seule pharmacie sur ces 125 qui a servi de l'analoxone chez un patient de moins de 14 ans. Donc, si cette enquête vous intéresse, ça va être probablement présenté au Grand Forum 2025 de la Ça va peste. être très intéressant. Puis au niveau des critères de dispensation que nous avons réussi à identifier à l'interne, on parle d'un patient qui partirait avec plus de 15 doses d'opiacés courte action, des patients qui auraient des opiacés longue action prescrits, plusieurs formes pharmacologiques d'opiacés qui viendraient ensemble, donc un courte action avec un longue action ou un courte action avec un timbre, une interaction médicamenteuse qui pourrait jouer sur les concentrations d'un ou l'autre de ces opiacés. Si jamais le patient a fait des antécédents de détresse respiratoire également, ou si des jeunes enfants sont présents à la maison, donc on considère tout ça comme des facteurs pouvant mettre à risque de surdose accidentelle. Et puis, ce qui est important de garder en tête, c'est que la FDA, donc la Food and Drug Administration des États-Unis, s'est positionnée sur le fait qu'une dose adulte de naloxone peut être administrée à un patient pédiatrique, peu importe son Peu poids. importe le poids. Donc, le dispositif intranasal, on pourrait l'utiliser. Oui, tout à fait. C'est même pédiatrie. recommandé dans une situation d'urgence comme ça. Ben, c'est super. Je pense que c'est important que les gens le sachent, que ça existe là, pour la sécurité de nos enfants et de tous les autres membres de la famille. Donc, ce que j'ai bien compris, c'est que l'analoxone, on n'est pas rendu là justement à le prescrire de façon systématique là, sur l'ordonnance externe avec tous les médicaments. Puis, je comprends que là, il y a quelque chose qui bouge là, à ce niveau-là. C'est bien ça? Oui, ben c'est ça. Comme Flavie a dit, ça s'en vient sous peu. Là. Il y a des outils qui sont en train d'être construits là, puis qui sont sur le bord là, d'être mis en place, en fait. Super. Merci à vous trois. C'est vraiment un beau 360 sur la douleur aiguë et son arsenal thérapeutique. On se rejoint pour la partie 2 qui va sortir dans les prochaines semaines sur la douleur chronique. Donc, tourlou!